Allez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on fait un petit focus que je voulais faire depuis un long moment et je pense qu'il est plus qu'approprié de le faire aujourd'hui. On va parler des bulles de crédit, enfin bon, bulles de crédit certes. On va parler du crédit en général, donc du marché obligataire donc on va parler des différents crédits. En fait, c'est tout simplement parce que je parle souvent de ça en utilisant des termes que beaucoup d'entre vous étant débutants en trading ou on va dire en phase d'apprentissage, ont beaucoup de mal à saisir parce qu'évidemment il y a beaucoup de notions à savoir et qui pour moi semblent évidentes et normales et qui ne le sont absolument pas pour vous. Alors évidemment quand on parle de choses que vous ne comprenez pas, ben, forcément c'est beaucoup moins bien pour ne serait-ce que comprendre, interpréter et réellement tirer parti des informations que je peux vous transmettre. Donc on va juste mettre tout ça à plat. D'accord. Et on va parler donc des contrats obligataires. Donc on va parler obligations d'État, on va parler obligations corporate, un peu tout ça. Je vais donc essayer de décrypter ce merdier obligataire sans vraiment rentrer dans les détails. Je vous rappelle que je ne suis pas un gérant obligataire du tout et que c'est un vrai métier qui n'a rien à voir avec la gestion euh, des risques sur les actions, il y a bien des processus bien plus complexes. Je vais simplement, on va dire, gratter la surface pour que vous ayez un petit aperçu donc de la jolie bulle de crédit dans laquelle on est. En guise d'introduction, avant de rentrer dans le dur et dans le vif du sujet, je ne suis pas un permabère, mais il va de soi que ce que je vais vous décrire ici n'est pas franchement très joli, et que, évidemment, voilà, c'est parce qu'on en est à un stade où les bulles de crédit sont quand même sur des zones de friction assez dangereuses, dans des schémas complètement paraboliques. Mais voilà, il faut bien comprendre que le but ici, c'est pas de vous faire peur et de vous dire il faut absolument s'effondrer et tout ça, tout ça. Mais malheureusement, il va falloir donc se rendre compte de certaines réalités qui font que tout simplement, comme je vous apprends, il y a la fiction et il y a la réalité. Et quoi qu'il arrive, la fiction et les rêves sont toujours rattrapés par la réalité. Et souvent, en fait, ce moment où le marché va brutalement recaler et se rendre compte qu'il a fait n'importe quoi, c'est généralement là que se trouvent les plus gros gains en trading, les coups de poker, quoi, en fait. Quand vous voyez que votre adversaire est complètement en train de bluffer, on ne sait jamais, encore une fois, avec certitude, mais on va gérer ses risques au poker dans ces cas de figure-là, c'est-à-dire que on va essayer de miser une partie de sa bankroll pour essayer de pousser cette personne à commettre des erreurs et évidemment derrière récupérer son tapis. C'est la même chose qu'on va faire ici, c'est un gros coup de poker, c'est-à-dire que là, moi je vois clairement des mains très faibles en face et très hésitantes qui jouent un jeu extrêmement agressif et j'attends patiemment de trouver le moment où je vais mettre mon tapis pour les baiser. L'image, elle est là, hein, mais encore une fois, je ne risquerai pas mon capital sur ce seul trade. C'est juste de dire, moi, je vais gérer mon risque par rapport à ça, à quelle étape de maturité de ces schémas paraboliques je pense qu'on est, et mon exposition par rapport à ça pour espérer choper le moment où ce schéma parabolique se casse la gueule. Voilà, donc allons-y, on va y aller direct. Donc, on va commencer par le plus facile, donc ce qu'on va appeler la dette d'État, hein, et surtout donc des différents types de maturité. Donc vous allez souvent avoir ça, d'accord? C'est-à-dire quand on parle de dette d'État, en général on parle d'un repère classique qui est géré par qui est regardé par tous les gérants obligataires. C'est un peu le S&P 500 de l'obligataire. D'accord, je vous dis quand on regarde la bourse et qu'on veut voir la santé de la bourse, on regarde le S&P 500 parce que ça représente la plus grosse économie mondiale, les Américains, et ça représente 85% des capitalisations américaines. Donc, on a un très très bon représentant en fait de la santé économique de l'Amérique et donc de la finance à niveau mondial. C'est la même chose quand on regarde les 10 ans, d'accord? Donc les bons à 10 ans, les bons du Trésor à 10 ans sur les différents gouvernements et les différents pays du monde. Donc vous avez effectivement les États-Unis en number one parce que c'est là qu'évidemment les émissions obligataires représentent le plus de valeur monétaire. Et donc vous allez avoir différents élèves, d'accord? Il y a différents profils, c'est-à-dire qu'évidemment là on parle de pays, d'États, et ces États ont différentes politiques, et évidemment la politique va se ressentir sur la gestion obligataire. Donc vous avez certains profils, donc on va différencier donc le premier profil, on va dire le profil courant, qui est le profil américain qu'on considère comme étant un standard, c'est-à-dire on a une économie plutôt équilibrée, c'est-à-dire qu'on n'est pas nécessairement sur une économie qu'on considère comme étant de l'assistanat, donc de fortes dépenses publiques, et on va donc appeler ça un déficit public, c'est-à-dire
un État qui dépense plus que ce qu'il retire en taxes et autres entrées d'argent disponibles, donc un État qui dépend, un État dépensier. Ou au contraire, vous avez des économies comme l'Allemagne où l'État est absolument pas dépensier, émet très peu de dettes et effectivement va se retrouver avec une émission obligataire très faible. D'accord? Donc c'est là où vous verrez, en fait c'est comme ça qu'on établit la perception. Alors il y a ça, d'accord, la perception du marché qui va pricer, donc plus ou moins en fonction de ce type de marché. Est-ce que c'est un État plutôt dépensier, et dans ce cas-là, plus il dépense, plus on va lui demander de payer pour ses émissions obligataires, d'accord? C'est comme vous, mais en fait, si vous voulez acheter une baraque, on va dire, voilà, vous gagnez 50 000 par an, vous voulez acheter une baraque qui coûte 500 000. Bon, ben voilà, on sait que vous allez mettre très longtemps pour rembourser ça, et qu'il y a un doute du coup sur votre capacité à rembourser. Plus l'incertitude monte, plus le taux demandé sera évidemment élevé. Donc il va de soi que si vous achetez une baraque à 500 000, le taux ne sera pas le même que si vous achetez une baraque à 250. Donc évidemment c'est la même chose qu'on va faire sur les États. Plus les maturités sont longues, en fait c'est l'inverse. Voilà. Pour un État, plus les maturités sont longues, plus les taux sont bas. Plus les maturités sont courtes, plus les taux sont élevés, en fonction du risque, hein, d'accord? Parce qu'on perçoit évidemment le risque à plus ou moins court terme. Et c'est ce qu'on appelle donc l'inversion de la courbe de taux, ce dont on avait parlé, c'est-à-dire le moment où en fait les taux court terme, qu'on considère souvent à 2 ans comme référence, commencent à devenir plus élevés que les taux à 10 ans. Ça veut dire qu'on perçoit un risque imminent à court terme, qu'on ne perçoit plus sur le 10 ans, qui est donc la référence. En gros, on imagine qu'il y a une merde qui va se passer très vite, horizon 2 ans, mais qu'elle sera résolue horizon 10 ans. C'est exactement ça, et on dit que l'inversion de la courbe de taux, c'est la perception des gérants obligataires d'une récession imminente. C'est le moment où on dit, bon bah les mecs, ils y croient plus, et ils n'ont plus vraiment envie de prêter, et en tout cas, quand ils vont prêter avec des taux très largement supérieurs à court terme, puisqu'on anticipe déjà des crispations sur le crédit. Donc ça, c'est pour la courbe de taux, l'inversion de la courbe de taux. On va regarder ce que ça donne sur un graphique. D'accord? Hop. Donc là, on va prendre le US 10-year. OK. Donc le rendement à 10 ans de l'économie américaine, auquel on va superposer le rendement à 2 ans. D'accord? Donc US 0,2 Y. Y qui veut dire yield, donc c'est le rendement, hein, voilà. Ok, donc on se dézoome un peu tout ça, on met tout le monde sur la même échelle, et on dézoome. Voilà, donc à quoi ça représente? D'accord, ce qu'on appelle l'inversion de la courbe de taux, elle s'est produite plusieurs fois, elle s'est produite par là. Alors quand on parle d'inversion, d'accord, c'est pas nécessairement obligé de passer au-dessus, hein. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui disent ah mais on n'a pas l'inversion. Bon, on s'en fout. La réalité, c'est pas de savoir si le taux à 2 ans est au-dessus du taux à 10 ans, c'est juste de dire les deux sont pricés au même niveau, ce qui n'est absolument pas normal et qui traduit une distorsion de perception sur l'avenir. Donc là, inversion de la courbe de taux, ou aplatissement, on va dire. Voilà. Le vrai mot, c'est ça qu'il faut utiliser, c'est aplatissement de la courbe de taux. Là, 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 pas trop par là, 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 et là. Et en fait, que s'est-il passé à chaque fois qu'on a eu cet aplatissement? Boum, récession 87, boum, récession 95. Alors récession ici, c'était une correction de marché. Certains disent récession, certains disent non. Certains considèrent ça comme un semi-cycle au sein d'un cycle majeur qui aura duré de 87 à 2000. Bon, moi je m'en branle sur de la gestion. Je vois bien ici les cycles. Ça fait 1, 2, 3, et ici, bah, comme par hasard, tout le monde nous dit il n'y aura pas de récession, blabli, blablabla. Putain, tout indique qu'on va s'en taper une, et je trouve ça encore une fois de très mauvaise foi que d'essayer d'encore enfumer les gens en leur faisant croire monts et merveilles, alors que ce sont des cycles qui sont en place depuis très longtemps. Et imaginez qu'en plus de ça, on va continuer dans la même musique, me semble extrêmement dangereux pour les raisons que je vais vous évoquer après. D'accord? Le problème, c'est que dans les taux, on est en train d'expérimenter une chose qui est assez dangereuse. Alors, on ne l'expérimente pas vraiment aux États-Unis, c'est-à-dire que ce n'est pas les États-Unis qui sont les représentants de tout ça, mais malheureusement, nos potes nos potes japonais. Donc là, je vais juste scinder le graphique, comme ça on garde à côté, hein, d'accord, mais on supprimera tout ça après. Ici, on va aller faire le JP... Alors putain, c'est pas JP10, si, JP10 10-year, ok, auquel on va ajouter les taux à 2 ans, JP02, voilà. Ok, donc on fait la même chose,
Okay, vous avez compris le principe. On fait la même chose, mais avec les taux japonais. Hop, voilà, on est pin to right. On est bon. Donc, alors là, vous voyez que c'est quand même un truc un peu emmerdant. C'est-à-dire que là, en fait, sur le Japon, d'accord, les taux à 2 ans, ici, sont systématiquement supérieurs aux taux à 10 ans. D'accord. Donc, vous voyez le schéma par rapport aux États-Unis. Là, le schéma est inversé. Vous comprenez bien le principe. Vous voyez où je veux en venir. En gros, là, vous avez une économie sur laquelle on ne perçoit pas les risques à court terme. On peut percevoir parfois des risques à court terme, mais à long terme, quoi qu'il arrive, tout va bien. D'accord. Et là, vous avez l'inverse. C'est-à-dire que là, c'est systématiquement et tout le temps l'inverse. C'est-à-dire que là, on demande des échéances à court terme assez longues, et à long terme, c'est mieux que tout, on est en négatif. C'est-à-dire que là, vous avez, depuis 2016, une expérimentation très dangereuse en cours qui consiste à dire, voyons comment ça fonctionne quand on a des taux négatifs. Alors, le taux négatif, ça correspond à quoi ? Ça veut tout simplement dire que le gérant obligataire doit payer un coupon à l'État japonais au lieu de le percevoir. Alors c'est complètement magique, hein, c'est-à-dire que vous prêtez de l'argent et en plus de ça, vous donnez de l'argent au cours des échéances obligataires. Donc c'est complètement malade, mais c'est comme ça. Il y a quand même des cerveaux magiques dans la finance qui sont capables de vous sortir des trucs pareils et de vous dire... Ben, ça marche en finance. La mathématique montre que c'est possible. Il y a une gestion du risque à faire sur ces contrats de taux. Eh bien, le gérant obligataire... tout simplement, fera ses profits en achetant et revendant le contrat de taux au lieu de percevoir les coupons. C'est complètement con, hein, puisqu'on sort totalement donc, du schéma naturel. Et historiquement parlant, je vais même aller à l'essentiel. Ici, en synthétisant cette information-là, tout simplement, à chaque fois, le marché financier a créé des outils, d'accord, qui partaient toujours d'idées très rationnelles, de réponses à des problèmes concrets. Et puis, la finance a détourné ses besoins, a des besoins purement d'avidité et de spéculation, et les a complètement détournés pour créer des crises majeures derrière. Ça s'est toujours produit comme ça. Hein, voilà. Au début, les puts, les calls, ça n'existait pas. On a créé des produits dérivés, et puis on s'est pété des bulles à cause de ça, et ça commence à vriller. Voilà. Donc le problème, c'est que ça part toujours d'une bonne intention, et puis il y a des mecs qui cassent tout. C'est toujours comme ça, la finance. Hein. Il y a des gens qui respectent les règles, et il y a des gens qui s'en battent les couilles, qui veulent juste faire plus d'argent, de l'argent vite, facilement, et qui donc créent des bulles spéculatives ou des niches de marché, des distorsions. Okay, donc ça, malheureusement, c'est l'esprit humain qui est comme ça. On ne peut pas vraiment lutter contre ça et on ne peut pas dire un jour peut-être on aura un marché sain. Non, on aura toujours un marché dégueulasse parce qu'il y aura toujours des esprits prêts à venir le corrompre. Donc le principe est ça. Hein. Donc là, pour moi, on a une vraie grosse connerie de marché ambulante puisque donc sur le Japon, il y a des mecs qui expérimentent de voir jusqu'où ils peuvent pousser dans la connerie et jusqu'à quand ça passe. Voilà. Donc ça introduit un nouveau mode de gestion expérimental de dire la gestion obligataire à taux négatif, pour l'instant le Japon y survive, donc pourquoi pas essayer de le faire à plus large échelle. En gros, on a fait une jurisprudence ici, on n'a pas encore eu le jugement, hein, c'est ça que je trouve complètement fou, c'est qu'on se dit juste, ok, là il y a un gangster de la finance, alors c'est méchant le mot que j'utilise ici, mais dans la réalité c'est vraiment ça, c'est un mec qui respecte pas les règles, qui transgresse des règles logiques, et qui dit on verra bien ce qui va se passer. Voilà. Bon, en gros, c'est ça ce que fait le Japon. Ils expérimentent d'aller au-delà des limites théoriquement supportables. Et on va voir jusqu'où ça va. Donc c'est de l'expérimentation, ça va mal finir, hein, puisque effectivement, vous voyez que le moment où on est rentré, il s'est passé quoi? La distorsion introduite par cette expérimentation monétaire est tout de suite compensée par, évidemment, que font les gérants obligataires? Ils ne viennent pas sur le 10 ans, par contre, ils émettent des bons à 2 ans ils achètent les bons à 2 ans, ils prennent les bons à 2 ans du Japon, et évidemment, ce n'est pas du tout la même rémunération. C'est-à-dire qu'au Japon, si vous voulez prêter à 10 ans, ce que personne ne fait, c'est moins 0,15, vous payez. Voilà, vous payez du pognon à l'État, alors que par contre, si vous prenez l'émission à 2 ans, c'est 2,80. Alors vous vous rendez compte du spread énorme, hein, c'est-à-dire que là, c'est historique. On est sur un truc on se marche sur la tête. Hein. Le Japon, je vous dis, ils vont se en prendre une de récession, eux, et quand elle va arriver, ça va faire mal. Et ils ne mettront pas 2 ans à s'en remettre. Eux, ils vont mettre 10 ans à s'en sortir, et ils vont payer les pots cassés de ces 4-5 ans de gestion complètement conne dans lesquels ils se sont initiés. Hein. Donc faites attention, ici on voit bien donc, la courbe de taux, hein, ce qu'on appelle
Oui, l'aplatissement, c'est quand le taux à 2 ans rattrape le taux à 10 ans. Bon, là, c'est pire que tout, là, il s'en écarte, hein. Donc, en fait, pour moi, la distorsion, elle a commencé depuis 2013 au Japon, hein, depuis qu'ils ont commencé à vraiment y aller fort sur la planche à billets. Et puis, ça s'est donc accentué en mai 2016, en début 2016, quand tout simplement, ils ont décidé que. Enfin, c'est pas ils ont décidé. Le principe, c'est de se dire, en fait, quand vous avez un schéma comme ça qui se met en place, soit vous vous prenez un crack obligataire, mais vraiment un gros crack obligataire, c'est-à-dire que comme vous ne pouvez plus payer vos échéances, à 10 ans, boum, vous repassez direct à 1,20. Et là, ça fait mal. C'est-à-dire que le taux à 10 ans se replace immédiatement et logiquement au-dessus du taux à 2 ans. On reprend une courbe des taux normale. Pour éviter ça, la Banque du Japon elle a décidé de dire fuck off, nous on va inventer des nouveaux instruments monétaires, c'est-à-dire que nous on va acheter tout ce qui passe. Voilà. On va voir jusqu'où on peut aller avant que le gendarme de la bourse nous dise stop, on arrête. Donc personne ne leur a jamais dit on s'arrête, on les a laissés faire dans leur coin et on regarde. Voilà, on attend que la jurisprudence soit faite au Japon. Malheureusement, je vous dis, ça va très mal se passer parce que historiquement parlant, que ce soit dans le marché ou ailleurs, à chaque fois qu'il y en a un qui fait une connerie, il finit toujours par se faire rattraper par la réalité. Donc le Japon, ça va mal finir, très très mal finir parce que ça, c'est pas tenable. Hein. C'est en gros, dire, on transgresse les lois de la physique et on essaye de voir combien de temps on va pouvoir lutter contre la physique. Bon, la réalité va franchement revenir au galop. Donc ça, c'est une gestion obligataire normale à laquelle on est également soumise à une distorsion. C'est-à-dire que vous voyez que là également, quoi qu'il arrive, depuis des dizaines d'années, on est dans ce qu'on appelle des cycles de réduction de taux. C'est-à-dire, effectivement, on favorise le crédit parce que le crédit favorise la consommation et c'est la mode donc du néolibéralisme qui consiste à dire pour que les gens consomment, il faut qu'on baisse toujours plus les niveaux de crédit. Donc on a l'expérimentation au Japon, le taux de crédit négatif, et donc les États-Unis se dirigent également vers ce schéma puisqu'ils ont atteint des maturités proches de 0 sur les 2 ans. Donc il faut comprendre que quoi qu'il arrive, il y a le plancher 0 ici que les États-Unis respecteront, parce que la taille des économies n'a rien à voir. Hein. La taille d'économie japonaise comparée à la taille de l'économie américaine, je peux vous garantir que les Américains ne peuvent pas s'amuser à faire joujou avec la planche à billets et des taux négatifs. Ça ne marchera pas vu la taille de leur économie. Enfin, ça a très peu de chances de marcher. Hein. En gros, on regarde l'expérimentation des Japonais parce que c'est un petit pays. L'économie est grosse à la taille du petit pays, mais ça reste un petit pays. Quoi. Voilà, on ne peut pas comparer le Japon et les États-Unis. Donc eux, ils ont bien compris, ok, pour ce qui est des maturités plus courtes, on peut pas, on est déjà un peu au maximum, on a été proche de 0 pendant longtemps, et les politiques monétaires font que là, si on veut rejouer un coup d'assouplissement, hein, si on veut rejouer un coup de baisse de taux, on va de toute façon être bloqué à nouveau par les maturités 2 ans. D'accord. Et si on veut faire baisser les maturités 10 ans, donc on va dire, mettons ça, c'est la courbe bleue, d'accord. Si on veut faire donc baisser les maturités de 2 ans à nouveau, donc la gestion monétaire, d'accord, les taux, la gestion des taux directeurs par la Banque centrale, et qu'on veut donc essayer de faire en sorte que les taux à 10 ans baissent, mais moins, le problème c'est ça, c'est qu'il faut trouver un moment où les taux à 10 ans baissent, mais se maintiennent au-dessus des taux à 2 ans, sinon ça couine, récession. D'accord. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Là, la Fed, elle est en train d'essayer de piloter pour pas qu'on se tape une récession. Mais la réalité, c'est que c'est trop tard. D'accord. Il nous reste probablement plus grand-chose à tirer sur le cycle économique. Et en plus de ça, même malgré un pilotage intelligent comme on avait pu faire à l'époque, on n'a pas évité la crise de 2008. Donc il faut faire attention, mais je pense que dans tous les cas, que la Fed elle ait envie d'éviter la récession ou non, elle ne peut pas faire de magie. D'accord. Il y a des cycles économiques. Et on va aller donc dans la troisième partie de cette émission. Quel est le rôle donc des banques centrales à l'état actuel des choses et où est-ce qu'on en est dans ce schéma donc parabolique de réduction des taux lié à cette limite, d'accord? C'est-à-dire que dans la réalité physique des choses, 0 c'est infranchissable. Ce qui fait que si on considère ce schéma-là, d'accord? Là on voit bien sur les États-Unis, moi je maintiens et je n'ai aucune peur de le dire, la gestion monétaire aux États-Unis est de loin la plus rationnelle du monde entier. La gestion de la BCE par contre est extrêmement dangereuse. On va la voir juste après. Donc là voilà. On voit bien donc les États-Unis, ça suit la tendance mondiale qui est donc à la réduction des taux progressive et ça a toujours été fait de manière assez logique au sein de cycles économiques et on a une direction en sachant que quoi qu'il arrive sur cette courbe, il y a une asymptote qui fait qu'on arrive à un point de friction où soit on fait ça, d'accord, on se maintient à plat à long terme, et on continue de faire évoluer nos potes les cycles économiques comme ça, hein, c'est-à-dire dans ce cas-là, on prend ça et on se dit on continue la musique et on oscille comme ça, et les prochains cycles économiques se font dans ce sens-là, d'accord? Hausse des taux, récession, baisse des taux, cycle économique, hausse de taux, en fin de cycle, et ainsi de suite. On oscille, d'accord? Et la gestion obligataire, évidemment, derrière, à plus court terme, suivra, d'accord? Elle rattrape la réalité, on baisse,
elle rattrape la réalité, on baisse, et dans ce cas-là, on aura trouvé, je pense, un plancher stable, d'accord, un schéma logique de cycle dans lequel on pourra avoir une gestion obligataire. Le problème, c'est que la logique, le marché n'aime pas trop ça, parce que la logique, ça crée moins d'argent que les conneries. Hein. C'est plus facile de faire des conneries, de ramasser du pognon, et puis de laisser les autres payer les pots cassés à terme. Donc, on a bien compris que le principe était de dire, le marché, il aimerait que la Fed, elle aille vendre, elle fasse baisser les taux à mort pour qu'on continue dans le bon vieux schéma qui permettait de créer un max de pognon. Okay, mais la gestion de la Fed, moi je la trouve très intelligente puisque justement on voit que dans ce schéma parabolique dans lequel beaucoup d'économies mondiales sont en train de s'enfoncer, la Fed, elle a dit stop. Elle a dit non, 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 non. Voilà, ça, c'est le moment, effectivement, Powell qui nous dit fuck off. Moi, je fais mon job. Mon job, c'est d'éviter que vous fassiez trop de conneries pour avoir à payer les pots cassés derrière. Et il a cassé ce cycle. Donc, c'est déjà une première chose, montrer que la dynamique en place depuis des dizaines d'années, elle est déjà plus viable aujourd'hui dans le sens où on est déjà en train de mettre le frein sur le pied. Bon, maintenant, on n'est pas non plus en train de dire la fête est finie. On est juste en train de dire on va juste changer de dynamique. D'accord? Mais on n'est pas non plus sur un vrai changement de dynamique puisqu'on voit qu'on est juste en train de poursuivre sur le léger ralentissement mis en place depuis 2000. On voit que pour l'instant, boum, ça rejette et les taux rechutent. Ok? Ce qu'on voit aussi, c'est que les taux 10 ans chutent plus vite que les taux 2 ans. Hein. C'est-à-dire qu'il y a le pilotage de la Fed et il y a la réalité économique. Le taux à 2 ans, il est maîtrisé, entre guillemets, par la Banque centrale, mais c'est les gérants obligataires qui décident sur ces maturités-là, malheureusement, et c'est eux qui perçoivent réellement le risque. Donc comme vous voyez, en fait, aux États-Unis, depuis 2015, le risque augmente. Les valorisations boursières augmentent. C'est un schéma parabolique. Les deux ne peuvent pas augmenter ad vitam aeternam. Il y a un moment où vous prenez trop de risques, ça claque. C'est ce qu'on appelle l'éclatement des bulles spéculatives, les récessions, la totale, la normale, quoi. Mais il y a encore des gens assez cons pour penser qu'on changera encore une fois la musique, que cette fois c'est différent, et ainsi de suite. Bref, en gros, toutes les fins de cycle habituelles, tous les éléments sont là, mais personne n'y croit, et puis ça arrive, et puis après tout le monde dit qu'on le savait. Bon, c'est très très drôle, mais c'est de la psychologie encore assez amusante. Bref, donc voilà le schéma dans lequel on est pour aujourd'hui et pour l'instant. Hein, donc un pilotage à vue dans cette oscillation entre une tendance de très long terme qu'on a tenté de freiner et le fait que le marché naturellement lutte contre ça, ce qui est assez classique. Donc, et en parallèle, la gestion la pire de toutes, hein, d'accord, donc la gestion japonaise extrêmement dangereuse qui finira par coûter, je pense, à cette économie une belle récession historique et j'ai pas envie d'être japonais dans le monde d'aujourd'hui. Maintenant, on va voir l'entre-deux, d'accord, on a vu la bonne gestion, la gestion américaine, on a vu la mauvaise gestion des finances par la gestion japonaise. Alors c'est un pur jugement de valeur que je fais ici, hein. Je ne dis pas il y a un bon élève, un mauvais élève, en fait on s'en fout, mais je dis juste de la perception que j'en ai. Voilà, moi il y a une bonne gestion centrale de l'argent et une très mauvaise gestion centrale de l'argent, et vous avez donc entre les deux la BCE. Donc là, le problème de la BCE, c'est ça, c'est que comme évidemment ça reste État par État, et que la Banque centrale prête aux différents États et membres européens, il faudrait prendre un benchmark. Donc, on a le problème de l'Allemagne, qui est donc le modèle économique allemand qui est imposé un peu à Bruxelles de force. Et pour ça, je vous invite à regarder des vidéos que je ne pourrais pas détailler ici, mais qui sont extrêmement intéressantes sur la chaîne de Eureka, qui vous explique très bien ça, et notamment la dernière qu'il a fait sur l'ordolibéralisme allemand, qui explique très 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 bien le fait qu'à Bruxelles, la politique, c'est exactement celle de l'Allemagne, et on va voir donc les différents destins. Donc ce que je vous propose de faire ici, c'est donc au lieu de faire une simple comparaison 2 ans, 10 ans, d'accord, on va essayer donc de créer une émulation. Ici, on va faire une moyenne, d'accord, entre le taux allemand et le taux français, puisque on va prendre les deux plus grandes économies, on va faire une moyenne. Parce que le taux allemand, malheureusement, c'est une politique très particulière qui n'est pas partagée par la plupart des États membres de l'Europe. Et on va dire la France servira un peu de pondération là-dedans parce qu'on est sur des schémas un peu extrêmes en Allemagne. Et évidemment, on finira après de parler des Bunds, raison pour laquelle je vends les Bunds très agressivement depuis plusieurs trimestres, en attendant patiemment que cette bulle explose. Donc on va en parler après, hein, d'accord. Mais on va faire, c'est la conclusion à laquelle je veux arriver. Donc on va faire DE 10 year, d'accord, plus FR 10 year. Voilà. Donc on va faire les bons du trésor français et on va faire une moyenne.
D'accord, donc ça divisé par 2. Je pense que ça doit pouvoir se faire. Voilà. Ok, donc là, en gros, on a le taux moyen, d'accord, entre le taux français et le taux allemand. C'est ça que je voulais représenter, d'accord, pour essayer d'avoir une espèce de moyenne un peu entre les deux. Donc là, on voit une chose un petit peu plus dangereuse, d'accord, c'est-à-dire que là, comparé à nos potes américains, d'accord, ce qu'on a vu tout à l'heure, là, le schéma, il est un petit peu plus parabolique. C'est-à-dire que là, déjà, la pente, elle est carrément rocambolesque. Hein, on est vraiment sur une pente très très forte. Et là, malheureusement, nous, on fait quoi? Bah, on fait mi-chemin entre nos potes japonais et nos potes américains. Là, je vous rappelle qu'on est sur les maturités à 10 ans. Hein. Les maturités à 10 ans aux États-Unis sont bien différentes de ça. D'accord? Voilà, regardez le schéma. La maturité à 10 ans aux États-Unis, elle n'a jamais réussi à glisser sous les 1,40. D'accord? Même au moment où la Fed était en train d'injecter à plus en pouvoir. Hein. Voilà, 2012-2013, les QE des États-Unis et de la Réserve fédérale. Donc, il faut bien vous dire un truc. Voilà, eux, c'est 1,40. Nous, on est déjà à 0 sur les taux à 10 ans. Donc nous, on est en train de jouer au feu. C'est-à-dire qu'on en est à la phase où, en gros, la BCE, elle a un choix à faire. Et vous allez voir que le plus triste dans l'histoire, c'est qu'en zone européenne, on est déjà en train de préparer ce schéma-là. Le schéma donc du mauvais élève, selon moi, le schéma du Japon. Donc on va essayer ici d'ajouter également le même schéma. Donc on va faire DE02Y plus FR02Y divisé par 2. Je ne sais pas si c'est possible. C'est possible. Voilà. Ok, donc là pour l'instant, nous on expérimente ce truc-là, ce qui revient à dire, alors hop, voilà. Nous pour l'instant, on a un truc qui est complètement fou, c'est l'entre-deux. C'est-à-dire que vous voyez que le Japon, en fait, les taux à 2 ans ne sont jamais passés en négatif. Par contre, on a cette distorsion complètement folle où le taux à 2 ans est supérieur au taux à 10 ans. Alors c'est n'importe quoi, mais c'est comme ça. Et ça dure depuis la crise de 2008. Ils s'en sont jamais remis, en fait. C'est-à-dire que depuis 2008, ils marchent sur des œufs au Japon et ils attendent de se prendre le gadin. Eux, ils n'ont pas résolu les problèmes de 2008. Ils ont mis les 2 pieds dans le plat derrière. En gros, ils ont sauté, complètement sauté dans la piscine à pognon. Quoi. Voilà, ils ont décidé que comme on ne pouvait pas résoudre les problèmes, on va continuer aussi fort que possible, tant qu'on peut le faire, et on verra bien jusqu'à quand le marché nous laissera faire ce genre de conneries. Hein, c'est-à-dire qu'eux, ils sont endettés, 300% du PIB, la Banque centrale détient toute la bourse, hein, c'est un truc de fou, c'est-à-dire que c'est la Banque centrale qui détient tout, ou pratiquement toutes les actions japonaises. Voilà, donc c'est une dictature financière, en fait. C'est exactement ça, hein, si on doit faire une parallèle dans la vie réelle, c'est ça, c'est une dictature, c'est-à-dire que la Banque centrale détient, tant que la confiance lui est octroyée, l'intégralité de l'économie japonaise, et elle détient 3 ans de la vie de tous ses concitoyens. C'est absolument magique, c'est-à-dire que si on dit ah ben non, la Banque centrale du Japon, que dalle, le marché ne vous prête plus rien, voilà. Vous vous financez, vous vous démerdez, voilà, vous vous démerdez, mais en fait vous nous devez par contre 3 ans de travail, hein, voilà. Donc il faut faire attention à ça. Voilà, la réalité c'est ça, c'est qu'aujourd'hui la Banque centrale du Japon et M. Kuroda, ils sont bien gentils, mais ils ont pris en otage leur peuple. Et j'espère pour eux que ça se passera pas trop mal, parce que sinon ils vont se péter, ils vont devoir rembourser 3 ans de travail. Alors évidemment, comme toujours, on va pas leur dire vous passez 3 ans sans rien. On va faire quoi? On va faire comme on a fait avec la Grèce, c'est-à-dire qu'on va leur taper dessus pour leur tirer tout ce qu'on peut tirer. Mais je vous dis, à ce moment-là, j'aimerais pas être japonais, clairement pas. Voilà, donc pour l'instant ça fonctionne, mais on voit bien que le schéma est complètement parabolisant et que, en gros, à une grosse crise financière, nous plane sur la tête et qui va répliquer les mêmes problèmes que 2008. Et forcément en plus gros, puisque maintenant les autres élèves ont continué. Hein, c'est-à-dire que si vous comparez par rapport aux États par rapport à 2008, en 2008 on était donc sur des taux à 4,70, donc on avait une marge de baisse pour piloter l'économie par la Fed, pour piloter, casser un peu le cycle récessif, réduire les dégâts. Là, malheureusement, eux, ils ont encore de la marge, hein, ils sont à 3%, donc effectivement on peut essayer d'aller baisser sous les 1% aux États-Unis, il y a de la marge. En Europe, c'est pas le cas. C'est-à-dire que malheureusement, chez nous, en gros, si on se pète une récession, on a un choix forcé contre un forcé, d'accord? Soit on fait pas trop les cons, on va pas en négatif sur 10 ans, on s'arrête là. C'est-à-dire qu'on bloque, et malheureusement, vous savez ce qui va se produire. Ça veut dire que les taux à 2 ans, hop, vont effectivement grimper en flèche. Et ça veut dire que on n'aura que 2 choix ici. Soit on change de politique et de gestion monétaire en Europe, soit on est mécaniquement obligé de finir comme les Japonais.
Voilà. Donc le problème, c'est que les Japonais, moi, j'ai pas spécialement envie, comme je vous dis, d'être Japonais au moment où ils vont se faire taper sur les doigts, et j'aurais encore moins envie d'être Européen dans ce cas-là si on prend le même chemin. Donc j'ai préféré sincèrement qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi à la BCE, parce que ce qu'ils font réellement, c'est de nous imposer une dictature monétaire. C'est de nous dire, on va y aller, quoi qu'il en soit, personne n'est au courant de ce qu'on fait, hein. La personne lambda dans la rue, elle est absolument pas au courant de la gestion monétaire de la BCE, et il comprend que dalle, elle comprend déjà pas très bien ce qui se passe à Bruxelles. Donc il faut être conscient, voilà, on est un peu en train d'être pris en otage dans un système dans lequel on n'a absolument pas notre mot à dire, hein. C'est-à-dire que la BCE, elle est indépendante, elle prend ses décisions, il n'y a aucun contrôle sur la BCE, donc en fait elle fait ce qu'elle veut de nos vies, et bon, pour l'instant elle ne le fait pas de manière complètement folle, mais on est en train de prendre un chemin extrêmement dangereux, et je vous dis, le problème c'est que là on parle de la taille d'une économie à l'échelle européenne, c'est-à-dire que c'est là pas du tout la même chose que de faire péter le Japon. On parle ici d'une taille, d'une masse de population bien plus conséquente, et qui en plus a déjà du mal à se fédérer, puisqu'on a quand même plusieurs types de populations en Europe qui sont pas franchement toutes amies. Donc faut être conscient que si on fait les cons en zone euro et que la BCE déraille, c'est tout le bloc européen qui explose, toute la zone euro qui s'éclate. Voilà. Et autant vous dire que sur le plan géopolitique, ça va foutre un putain de bordel. Donc il vaut mieux éviter ça. Moi je pense qu'il est temps de voir. Voilà, le problème c'est ça. Donc on a l'asymptote qui fait qu'il y a le rythme zéro, d'accord, il y a ce plancher qui nous bloque, il y a le fait que les taux à 2 ans ont, entre guillemets, déjà commencé à dire, bon, non, on ne va pas quand même prendre le même schéma que les Japonais, on n'est pas encore en inversion, mais là, il y a un choix qui va se faire très vite. C'est-à-dire que nous, le choix qui va se faire, c'est soit les taux à 10 ans se recalent, c'est-à-dire on comprend que la BCE, elle a fait n'importe quoi avec le pilotage monétaire, on lui coupe les vannes, ou en tout cas, on lui laisse les vannes, mais pas du tout sur le même système. On l'empêche d'acheter les bons du Trésor, on l'empêche d'investir sur le marché de l'obligataire, on l'empêche de créer des distorsions obligataires. Et dans ce cas-là, il y aura un recalage probablement très fort, c'est-à-dire que les taux à 10 ans vont très probablement retourner très rapidement à la normalité, c'est-à-dire les standards américains avec un peu moins. Voilà. Les standards américains, eux, ils ont atteint les 3%. Hein, voilà. Ils les ont atteints, donc vous vous dites, la zone européenne, on ne va pas nécessairement se péter 3% non plus de taux, mais voilà, on va dire un peu moins. Moi, je dirais, pour moi, la normalité, pardon, c'est de revenir sur des schémas. Voilà, c'est de vous dire, tout est relatif dans le marché, c'est de se dire, là, en 2018, les taux américains, ils ont cassé ce qu'ils avaient fait en 2013 et ils sont revenus coter ce qu'ils faisaient donc en 2010. Ben, vous dites, on fait la même chose pour la zone européenne, d'accord? Ça fait, on doit casser 2013, on doit casser ça, et on doit revenir chercher proche de 2010. Donc 2010 c'était là et c'était 3,35. Mais on doit normalement rester sous les taux américains, qui sont donc allés chercher 3,20. 3,20. Voilà. Donc on doit rester sous 3,20 et tendre vers 2010, donc c'est-à-dire tendre vers 3,50, mais pas possible, d'accord, mais dépasser ici 2. Donc, on va dire, ici, je vais couper un peu la poire en deux. On va se dire, franchement, ce qui me semble pas trop illogique, c'est de dire entre les deux, 2,50, 2,60, on reste sous les 3,20 des Américains, et on voit bien ici, il y a une petite résistance, où là, l'ancien plancher, voilà, par exemple, 3 pile poil, histoire de venir chercher le niveau psychologique, mais ça me paraît un peu loin. Moi, je dirais vraiment tabler sur ça, 2,60, entre 2,50 et 2,70. Cette zone-là, d'accord, j'ai même pas envie de tracer une ligne, mais je dirais, voilà, cette zone me semble être la zone de normalisation obligataire pour corriger les conneries qui ont été faites sous l'ère Draghi. Voilà. L'ère Draghi, elle est un peu loin. Draghi est un bon banquier central, c'est un très bon communicant. Et encore une fois, je dis souvent, Draghi fait n'importe quoi. C'est un biais que je devrais corriger. Je suis d'un vrai de vous le dire. C'est pas du tout dirigé contre Draghi personnellement. On s'en fout. C'est pas Draghi la BCE. Draghi, c'est le représentant de la Banque centrale. La Banque centrale européenne, c'est un comité de politique monétaire. Ils prennent des décisions à plusieurs. Draghi, c'est celui que vous voyez parler dans les conférences de presse, c'est celui qui représente ce comité, mais c'est certainement pas lui qui prend les décisions en tant que personne. Voilà. Hein, donc je fais souvent ce biais-là de dire Draghi fait n'importe quoi. Je suis désolé, voilà, la réalité, c'est pas Draghi qui fait n'importe quoi, c'est le comité de politique monétaire de la BCE, de manière globale, qui prend des décisions qui me semblent un peu dangereuses. Donc, option number one, on revient par là, et évidemment, ça va devoir se faire avec un choc, c'est-à-dire, ça veut dire un changement de cap direct de politique monétaire. Vous pouvez vous attendre à un truc où, entre guillemets, en quelques semaines, on se retrouve à la normalité de 60. Ça va claquer dans les slibards, hein, et effectivement, à ce moment-là, ça va pas être beau,
D'accord, hein, ça va faire très très mal, risque d'y avoir quelques faillites, mais c'est comme ça, hein, voilà. C'est pas forcément des États en faillite, parce que là on parle de dette d'État, d'accord. Et c'est là où on va voir que le problème obligataire, c'est que tout est lié. Autant les actions, il y a des liens évidents entre les actions, mais bon, c'est plus des liens économiques, c'est de dire que bah, les entreprises, elles sont toutes un peu sous-traitantes de machin, il y a rarement une entreprise qui produit tout ce qu'elle vend. Donc il y a des liens évidents entre les sociétés qui fait que s'il y en a quelques-unes qui tombent, ça fait tomber mécaniquement les autres aussi. Mais on va dire le lien systémique est quand même beaucoup plus faible dans l'actionnariat et dans l'entrepreneuriat, pardon, qu'il ne l'est dans l'obligataire. Le problème, c'est que quand vous bougez les taux souverains, ça bouge immédiatement les taux de dette corporate. Le dernier secteur dont on n'a pas parlé. Parce que les États s'endettent pour créer de la valeur et pour payer les déficits, mais les entreprises s'endettent pour créer également de la valeur, créer du PIB, et cet endettement est obligatoire. Et il est lié effectivement à des taux. Et on voit que ces taux, par contre, évoluent systématiquement en même temps, de la même façon que les taux souverains. Donc les taux souverains montent brutalement et prennent 200 points de base. Malheureusement, la dette corporate va prendre la même chose. Est-ce que nos entreprises aujourd'hui, au niveau auquel elles sont valorisées, sont prêtes à subir une charge de la dette de 2% supplémentaire? Je ne suis pas certain qu'elles le peuvent. Donc on risque de se péter une récession à cause de ça. Si ça déclenche trop vite, trop fort, les entreprises probablement ne pourront pas le supporter, ou alors elles pourront le supporter, mais par contre leurs valorisations vont chuter en bourse, tout simplement parce qu'on ne pourra pas les valoriser au même montant. Elles ne pourront pas générer autant de profits si on bouffe leur marge par 2% de charges supplémentaires au niveau de la dette. Ok, donc ça c'est la normalisation, c'est de dire nous, on joue un peu avec le feu entre les deux systèmes économiques. On n'a pas encore pris notre choix, mais très sincèrement, il vaudrait mieux s'orienter vers le système américain plus que le système japonais, vu la taille de notre économie, si on veut éviter de faire imploser la zone euro. Donc, moi, je pense que c'est ça, c'est un pari. Hein, on est bien d'accord, je spécule sur ce truc-là, je suis en zone spéculative, donc c'est un pari, mais la différence entre un pari et un travail spéculatif, c'est la gestion du risque. Est-ce que pour l'instant je suis complètement fou sur les bunds? Non, je suis un peu leveragé parce que c'est un marché qui ne bouge pas, qui bouge très peu volatile, donc il y a je mets un effet de levier. Mais c'est tout, voilà. Et je ne le fais pas de manière complètement folle. Je ne suis pas en train de miser la baraque sur les bunds. Mais par contre, vous pouvez être certain que si les bunds, ils doivent passer du niveau auquel ils sont, c'est-à-dire proche de zéro là actuellement, pour revenir se recaler, on va dire, sur 1,80, ce qui me semble la moyenne, c'est-à-dire que probablement on pourra dire un taux français à 3 et un taux allemand à 2,20, 2,30, et ça fera donc une moyenne à 2,50 pour ce qu'on vient de représenter, hein, qui est donc la moyenne entre entre la France et l'Allemagne. Ok? Donc c'est de dire, ça c'est l'option numéro 1, et donc l'option numéro 2, je vous dis, c'est donc l'inversion. Et le problème c'est que si on joue à ce jeu, hein, d'accord, si on joue à ce jeu de 2 ans qui price les risques et 10 ans qui price plus les risques, hein, c'est-à-dire là en gros on quitte le sol, c'est possible, voilà, il faut que vous soyez conscient de ce risque-là qui est inhérent, qui est de dire, la PCE continue de faire sa politique à la con, dans ce cas-là on bascule dans un schéma de taux négatif, comme l'a fait le Japon. Et en fait, on va faire ça et essayer de voir combien de temps ça dure avant que la zone euro éclate. Voilà. Parce que je vous dis, le Japon, c'est une expérimentation monétaire qui peut se faire vu la taille de leur économie. D'accord? En gros, ils sont quand même importants sur la chaîne internationale, donc on ne va pas non plus leur taper dessus, on n'a pas envie que ce soit la merde. Par contre, au niveau européen, ça ne pourra pas fonctionner, je vous le dis direct. Ce jeu-là, on ne pourra pas le tenir. On fait ça, on pourra tenir quelques trimestres, et puis normalement, derrière, on se pètera un éclatement de la zone euro. Donc, il ne faut pas le faire, on est bien d'accord, parce que je préfère éviter qu'on éclate la zone euro. Il y a certains qui pensent que c'est inévitable et tout ça, tout ça. Ça, c'est des discours, c'est des discours politiques, hein, d'accord, qui n'ont rien à voir avec l'économie. Moi, économiquement parlant, je pense que la zone euro, elle peut tenir. Par contre, il y a un choc à venir, c'est certain. Si on survit à ce choc, on aura probablement une zone euro beaucoup plus solide derrière et beaucoup plus solidaire. Par contre, si on continue avec l'ordolibéralisme allemand, c'est malheureusement probablement la politique de taux négatif qui va s'installer. Et malheureusement, ça couinera et c'est inévitable. Donc, vous pouvez dire, si vous avez des potes allemands, vous dire, bah, ce sont nos meilleurs amis, mais pour l'instant, il va falloir qu'ils se sortent les doigts du cul parce que c'est à cause d'eux qu'on risque de finir la zone européenne s'ils continuent dans leur connerie.
Hein, et donc, je vous renvoie à la vidéo sur l'ordolibéralisme allemand qui explique très très bien justement le mécanisme de dépenses monétaires et de gestion budgétaire de l'Allemagne et pourquoi eux, ils peuvent éventuellement soutenir des taux négatifs, mais pourquoi malheureusement c'est impossible avec les autres économies européennes et pourquoi de toute façon le modèle allemand ici est en train de s'épuiser complètement et le fait que moi c'est sur eux que je mise et ce fameux schéma parabolique. Allez, on arrive donc dans la phase 4 de cette émission et après j'arrêterai. Donc pourquoi, et là donc on a fait les États-Unis, le Japon, pour que vous compreniez la gestion européenne et le fait qu'on est donc à un point crucial de ce truc-là, où soit on va risquer une inversion durable et qui durera jusqu'à ce qu'on explose sur les courbes de taux, et ça va changer toute la méthode de gestion obligataire. Hein, mais là, on ne parle pas de la taille d'économie japonaise, mais de la taille de l'économie européenne, et ça pourra foutre le monde entier dans une crise mondiale, chose que je préférerais éviter. Ou alors, effectivement, on recale assez brutalement un retour à la réalité et on casse le cycle baissier. D'accord, voilà. Ce que la conclusion à laquelle je voulais arriver, c'est celle-là. C'est de dire, ici, on a un peu la même dynamique que les États-Unis, d'accord, qui revient à dire, chez nous, la normalité, elle se situe à peu près par là, vers la zone donc des 3,20 machin, et c'est cette ligne de tendance que normalement on doit essayer d'aller, vers laquelle on doit essayer de tendre sur l'économie européenne et surtout sortir de ça. Voilà. C'est de dire ça, c'est plus possible, il faut qu'on en sorte comme les Américains l'ont fait, d'accord, pour casser ce modèle baissier qu'on a installé depuis la crise de 87, qui est donc une baisse constante des taux et le fait qu'on s'approche dangereusement du plancher des 0% et que si on continue, c'est le système japonais qui est un système qui ne peut durer parce qu'il est parabolique. Donc, ça peut fonctionner un peu plus longtemps à l'échelle japonaise, pas à l'échelle européenne. Voilà la conclusion. Maintenant, on arrive à la conclusion vraiment, vraiment finale. On revient sur le graphique simple et on va changer de schéma. Donc, ici, on va mettre du coup simplement le DE 10-year et le DE 2 ans. D'accord ? Là, on focalise maintenant sur le problème allemand. D'accord ? Et uniquement l'Allemagne. Là, je regarde plus la gestion française. Donc DE 2 ans et DE 10 ans. Ok, voilà. Donc, je ne sais plus qui est quoi, il va falloir supprimer un truc. Voilà, hop. Ok, on met ça sur l'échelle de droite. Voilà, comme ça, tout le monde est à la même échelle. Donc, vous voyez que l'Allemagne, eux, on est bien dans ce système-là. Pour l'instant, tout va bien. Le problème de l'Allemagne, c'est que les taux à 2 ans sont à moins 0,82. Vous vous rendez compte du truc? C'est-à-dire que là, on est encore plus bas que le Japon. On est à moins 1% de rendement, au pire, hein, voilà, au pire du pire, on est atteint moins 1% de rendement. Pour donner de l'argent à l'État allemand sur 2 ans, ça vous coûte 1% par an. C'est quand même dingue, voilà, c'est complètement fou. On se marche sur la tête. Qu'est-ce qui a fait qu'on a atteint ça? C'est la rigueur budgétaire allemande. Le fait que, ici, on avait une conjonction d'éléments dans une gestion complètement parabolique, hein, je vous laisse apprécier le truc, ça ne peut pas durer, hein, on est clair et net que ça ne peut pas durer. Je vous dis, ici, il y a un choix qui va arriver. Soit c'est les taux à 10 ans qui s'effondrent, on passe en négatif, et c'est les taux à 2 ans qui remontent, d'accord? C'est-à-dire, dans ce cas-là, c'est fait, boum, ici, ça monte et on croise. On croise, et très sincèrement, j'ai pas envie d'être allemand. Je vous le dis direct, les Allemands vont s'en prendre une, mais dans les 2 ans qui suivent, s'ils s'amusent à jouer ce croisement, ils sont très très mal barrés. Sinon, c'est les deux qui montent, d'accord, et les taux à 10 ans qui montent plus vite et qui maintiennent cette ascendance. C'est-à-dire les taux à 10 ans, boum, les taux à 2 ans ici, et derrière, on recorrige pendant la phase de récession qui suivra. Hein, d'accord, là, on remonte brutalement, ça déclenche une récession. Mais on sort de ce cycle-là et on corrige enfin, une bonne fois pour toutes, les problèmes de dette. Pas les problèmes de dette, mais en tout cas, on restructure le schéma complètement parabolique qu'on a initié sur la dette d'État. Et donc, le problème, c'est ça. La conclusion, c'était de vous faire comprendre que on peut faire les cons avec les États encore un petit peu, parce qu'il s'agit de dire on est dans un peloton de dette et la création de dette crée effectivement la richesse et a permis la création de nos récents cycles économiques. Sans cette dette, on n'aurait pas pu se sortir depuis 2008, ou en tout cas, il aurait fallu étudier d'autres pistes, ce qui aurait pu franchement être le cas. Mais on a choisi de dire que le système fonctionnait comme ça et qu'il suffisait simplement d'appuyer un peu plus fort sur l'accélérateur pour que la voiture redémarre. On voit aujourd'hui que le moteur a complètement calé et qu'il est noyé. Entre guillemets, c'est vraiment ça. Prenez un système
Voilà. Comparez ça à une voiture. Voilà, le problème, c'est que là, la voiture, il fait très très froid, c'est-à-dire que le climat économique n'est pas franchement bandant. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah, la voiture a du mal à démarrer, donc bah, là, vous avez un mec qui s'acharne et qui appuie à donf sur la pédale pour envoyer un max d'essence, espérant que ça démarre. Donc là, on y est, starter, et puis on appuie sur la pédale. Le problème, c'est que quand vous faites ça, soit la voiture démarre avec le starter, soit tout simplement vous noyez le moteur. Et c'est exactement ça qu'on est en train de faire. On est en train de noyer le moteur sous des liquidités, des montagnes de liquidités qui font que bah, c'est ça qui va faire qu'on redémarrera pas en fait. On aura complètement noyé le marché dans un excès spéculatif. Et au final, bah, c'est la réalité qui va nous rattraper. C'est-à-dire que la spéculation, elle a fait monter des valorisations alors que l'économie n'a pas spécialement suivi. Et au bout d'un moment, bah, il va falloir un rattrapage. C'est-à-dire que bah, soit l'économie va démarrer d'un coup, et bon, bah ok. Soit tout simplement, bah, la spéculation va se rendre compte que la bagnole ne démarre pas. Il va falloir revenir sur des prix où, effectivement, on va pouvoir redémarrer, c'est-à-dire bah, purger l'essence qu'il y a en trop. Comment vous faites pour démarrer une bagnole qui est noyée? Bah, il n'y a que ça à faire. Voilà, vous purgez les carbus, ou vous attendez très longtemps que le moteur se purge et vous retentez le coup derrière. C'est exactement ce qu'on va faire. Alors c'est un peu con hein, comme raisonnement de comparer le marché à une voiture, mais ici on est dans un contexte qui est franchement très propice à cette comparaison. Donc voilà, et les 10 ans allemands, raison donc pour laquelle je spécule sur les 10 ans allemands, et le fait que bah, pour l'instant le marché a plutôt tendance à me montrer que j'ai tort. Mais attention, hein, on est toujours au-dessus des supports, ce qui fait que moi ce que je veux, c'est effectivement le moment où notre économie allemande va casser sa ligne de tendance. Et je vous ai dit, le jour où ça va se produire, ceux qui n'auront pas anticipé ce mouvement, malheureusement, vont se retrouver complètement largués. Moi je pense qu'on a déjà initié ce mouvement ici, mais qu'on est pour le moment en train de le remettre en question. Typiquement, vague 1, on casse la tendance. Vague 2, on est en pullback. Vague 3, la tendance opposée s'installe. Donc je pense que sur le modèle allemand, voilà la direction qu'on est en train de viser. Alors, en fait, c'est simplement pour vous ouvrir les yeux sur les objectifs que j'ai au niveau de l'Allemagne. D'accord? Là, ici, on a fait de l'hebdo. Et je pense que c'est ça qu'on va essayer de viser. C'est-à-dire que sur l'Allemagne, le prochain arrêt, c'est boum, 2% de taux d'intérêt à 10 ans. C'est là qu'on va s'arrêter. Voilà, je vous avais noté cette zone-là, qui est mon objectif à moi, 1,72, et le contexte vendeur. Je pense que c'est là qu'on va sur l'économie allemande, et je pense que malheureusement, ça va se faire de manière brutale. Ce qui fait que, comme ça va se faire de manière brutale, on va probablement casser un petit peu au-dessus, casser les niveaux de 2013, tendre vers les niveaux de 2010, sans les atteindre. Donc je pense, pour moi, c'est vers là qu'on va se poser. On ne peut pas non plus aller à 3%, donc je pense que l'Allemagne, elle pourra nous faire un 2,23, pas plus. À très très court terme, hein, 2,23, et puis on se stabilise par là, d'accord, on recorrige, et puis après, éventuellement, se stabiliser et réinstaller donc des cycles d'oscillation par là, ou initier un cycle de hausse obligataire. Hein. C'est tout à fait possible, je ne sais pas, mais ça me paraîtrait compliqué que dans le monde actuel, on durcisse l'accès à la dette dans le schéma actuel. Ok, donc notez bien ça, je pense qu'il y a un réajustement obligataire qui va se faire en zone européenne, tout simplement parce que les licornes qu'on essaye de vous vendre ne peuvent pas fonctionner à l'échelle de l'économie européenne, après la fausse jurisprudence pas encore actée des Japonais. C'est-à-dire que malheureusement on pense que ça fonctionne parce qu'il n'est encore rien arrivé de mauvais aux Japonais, la réalité c'est que si nous on joue ce jeu-là, ça ne durera pas bien longtemps, vu la taille de l'économie et vu en plus les risques récessifs qui nous arrivent plus que évidemment, hein, là franchement, honnêtement, l'économie allemande, elle est en récession. Hein. Voilà. Alors, il y en a qui jouent encore sur les mots, à dire pas encore, attention à pas aller trop vite. Bon, moi je m'en bats les couilles, c'est mon job d'avoir un coup en avance. L'économie allemande, elle est en récession, point barre. Donc, elle a rien à foutre avec des taux à 0,10. Voilà. Donc, qu'est-ce qui introduit les taux à 0,10? On va répondre à la question. D'accord. Il y a plusieurs pistes ici. Je ne vais pas dire que j'ai la réponse, mais je pense avoir une réponse partielle plus que valable. C'est donc un effet conjoncturel, c'est-à-dire que ici, là, dans cette zone-là, c'est là où on a atteint le paroxysme de la connerie en Allemagne, et on le voit très bien. C'est le moment, en fait, où ici, tout va bien, mais sans réellement aller bien. Parce qu'ici, je vous rappelle que c'est le moment où la BCE a démarré son QE. C'est-à-dire que ça, c'est la distorsion monétaire introduite par les QE. Ça, c'est du pilotage de marché. Okay, et c'est ça qui est extrêmement dangereux. C'est qu'ici, on était sur l'élément conjoncturel, où on était au paroxysme du QE 2016, au moment où on avait un miroitement magique de croissance, c'est-à-dire que tout allait bien, enfin tout allait bien. C'est ici qu'on espérait de bonnes choses, c'est ici qu'on avait des prix intéressants sur les actions. C'était effectivement le moment où, franchement,
on avait un élément conjoncturel pour que les taux soient le plus bas possible et on a basculé dans des taux négatifs. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh putain, mais qu'est-ce qu'on est en train de foutre? C'est dangereux. Mais c'était un élément conjoncturel. Maintenant que le QE est terminé, et je vous rappelle, et je veux insister sur ce point-là, c'était au milieu de l'année dernière, à un moment donné, il me semble que c'était Pratt de la BCE, donc un des membres du comité de politique monétaire, qui avait dit il faut de toute façon réduire la taille des injections monétaires du QE, tout simplement parce que le marché obligataire européen n'a pas la profondeur suffisante comparée à celui du marché américain. Les Américains, vous savez, ils ont fait plusieurs QE, QE1, QE2, QE3, et nous, on en a fait un seul et Pratt a dit, bon, ben, de toute façon, on ne pourra pas en faire d'autres, des QE, parce qu'il n'y a pas la profondeur de marché suffisante. En fait, si vous traduisez ce merdier, hein, d'accord, vous enlevez tout le jargon technique et compagnie, je vous le traduis en langage très compréhensible, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, on achète tous les bons, on est en train d'acheter toutes les obligations d'État en circulation dans le marché, et le problème, c'est qu'on est en situation de quasi-monopole. Et ça devient dangereux parce que, ben, en fait, la Banque centrale, son rôle, c'est pas de financer les États, elle n'a pas le droit de le faire. Donc, elle a le droit d'influencer le marché, pour faciliter l'accès au crédit des États membres, mais elle n'a pas le droit, c'est pas dans son rôle, c'est interdit même en plus d'ailleurs, de prêter directement de la Banque centrale aux États. Et c'est ce qu'elle faisait, puisqu'elle disait, en gros, on est en train de devenir quasiment le premier fournisseur de liquidités sur les marchés pour les États membres, et ça, c'est extrêmement dangereux, c'est pas leur rôle, c'est interdit même d'ailleurs. Et voilà, donc ils se sont plaints de ça, ça a choqué personne, mais moi, ça m'a fait dire une chose, quand vous avez une économie allemande qui émet très peu de dettes, et vous avez une BCE friande, très friande de la dette allemande, puisque c'est la dette qui est la mieux notée en Europe. Donc effectivement, la BCE a acheté quasiment tous les Bunds. Donc en fait, il faut être au courant qu'en 2016, c'était le summum du QE, c'est le moment où en fait la BCE détenait quasiment tous les Bunds. Voilà. Et le problème, c'est ça, c'est de dire, est-ce que c'est normal que la BCE, alors qu'on avait des problèmes, qu'on voyait déjà des problèmes structurels en Grèce et tout ça, est-ce que c'était normal que du coup la BCE laisse tomber les États membres qui avaient besoin d'elle, en disant non, non, votre dette n'est pas suffisamment bien notée, on ne peut pas justement vous aider. Par contre, l'Allemagne qui n'a absolument pas besoin d'aide soit plus qu'aidée au point où les taux deviennent négatifs. Voilà. C'est complètement contraire. En gros, il y avait tellement peu de Bund en circulation dans le marché secondaire que les gens qui les voulaient, pour des stratégies de couverture et des trucs comme ça, étaient prêts à acheter des Bunds qui rémunéraient négativement. Donc essayez de comprendre dans la tête d'un gérant obligataire comment c'est possible de faire ça. D'être capable de prêter de l'argent en sachant que vous allez devoir payer plus que ce que vous avez donné, que vous allez devoir payer des intérêts alors que c'est vous qui prêtez. Voilà, c'est complètement con. C'est-à-dire que vous allez récupérer moins d'argent que ce que vous avez prêté. Donc le but ici n'est absolument pas d'une gestion à 10 ans, c'est-à-dire que ce n'est pas d'atteindre l'échéance du bon, c'est pas de récupérer les coupons, c'est un biais purement spéculatif et débile qui consiste à dire j'achète des Bunds en 2017, d'accord, ici, j'achète des Bunds pour les revendre plus cher. C'est exactement ça. La logique, elle est de dire, depuis 2007, le but des gérants obligataires, c'est d'acheter les Bunds quand ils sont sur des supports pour espérer les revendre plus cher. Parce qu'il n'y a que ça qui peut les rémunérer. C'est-à-dire qu'en fait, pour un gérant obligataire, le but, c'est de mettre de l'argent dans un endroit où on va gagner un peu d'argent sans trop de risques. Mais si vous devez payer un coupon négatif, il faut au moins que vous puissiez revendre votre contrat de taux plus cher. Et vous ferez une plus-value sur la revente du contrat. Le but n'est donc pas de maintenir le bon à échéance, mais bien de revendre le contrat de taux à qui sera assez con pour l'acheter plus cher plus tard. Donc le schéma parabolique, et je vous montre la belle bubule qu'on a sur les Bunds, d'accord, qui est donc là un vrai schéma parabolique. On voit bien ici que le schéma n'est absolument pas le même que celui que vous avez sur les taux, d'accord. Le rendement n'est absolument pas aussi parabolique que ça. Alors j'aimerais bien qu'on puisse avoir les deux, voilà. Hop. Comment on va faire? Alors il faudrait que je puisse... non, alors on va pas faire ça, je vais faire comparaison. Je vais faire moins. Je ne sais pas si c'est possible. Je pense pas que ce soit possible. On va faire moins une fois, peut-être que ça marche.
putain. Ben non, je suis con. On va juste faire DE tenure et on va le renverser. Il me semble qu'on peut le faire. C'est pas grave. Donc on va faire pin to left et ici on va inverser cette courbe invert scale. Qu'est-ce que j'ai foutu? Alors. Voilà. Ok, on les retrouve. Donc ici on va re-inverser. Voilà. Alors, allons-y, zoomons, on va y arriver. Je suis désolé, hein, c'est du pilotage à vue. Ce sont des choses que j'ai pas spécialement. Voilà. Ok. Donc là, on a ce qu'on veut. Ce qu'on voit, d'accord, c'est que le schéma est absolument distordu. Ok, je vais juste replacer tout le monde à sa place. Voilà, comme ça, vous voyez. Il y a une vraie distorsion spéculative entre les bounds et le taux. D'accord, là, vous voyez bien, la même chose. Et là, regardez, hop, il se passe quoi? 12, les QE, et là, le maximum QE de la zone euro, et on est au plein paroxysme de la connerie. D'accord? Donc là, c'est le moment où ça va couiner. C'est-à-dire qu'il y a une distorsion, et comme je vous apprends toujours, les distorsions de marché, c'est là qu'on fait les meilleures affaires en trading. Parce que, bah, tout simplement, putain, je vais y arriver, hein. J'aimerais avoir les deux courbes, voilà, pour que vous puissiez apprécier la distorsion. Donc on revient là, on va chercher le moment. Ok, voilà, là on a bien conjonction, un peu moins que ça, voilà. Ici on a bien la mise en perspective des deux courbes et le début des distorsions post-crise 2008 et donc gestion. Donc là vous voyez c'est ça, c'est-à-dire que les bons rémunérant quasiment que dalle en Europe, les gérants obligataires font monter le prix des contrats de taux puisque c'est là qu'ils se rémunèrent. Forte distorsion. Donc là la réalité c'est quoi? Bah, comme je vous dis, si en plus ça doit faire ça, d'accord, retourner chercher les niveaux de 2013, là, ça et 2012, c'est-à-dire si les 10 ans vont faire ça, si les rendements à 10 ans sont sur le point de faire un truc comme ça, et je pense qu'ils sont clairement sur le point de le faire, hein, on est bien d'accord. Pour moi, c'est ça la dynamique, hein, c'est de dire on retourne par là, sur les rendements à 10 ans. Alors là, pardon, c'est 4%, donc nous on avait dit on retournera à 2 et quelques. Donc normalement, c'est par là. Voilà, on devrait retourner à 2. Là, on est sur l'échelle de gauche, hein, voilà. Donc, je vais mettre un niveau. On avait dit 1,70, 2,20. Donc on va se mettre à ici. Voilà. Je ne sais pas si on peut caler sur l'échelle de gauche. On ne peut pas faire ça. Bon, enfin voilà. En gros, donc l'objectif, c'est de dire ça. Alors, une distorsion, hein, on est bien d'accord. Donc ça veut dire revenir sur ces niveaux-là. Ça veut dire que nos potes, les Bund, d'accord, ils vont se prendre un carton de dingue. Hein. Quand je vous dis que je veux être à la vente des Bund tout le temps, parce que le jour où cette tendance-là va s'initier, ce n'est pas une tendance qu'on va avoir, c'est un contre-pied. C'est-à-dire un carnage, mais un réel carnage à bord. Le carnage, c'est ça, sur les Bund. L'effondrement de la bulle spéculative obligataire qu'on a sur les Bund. Il y a une bulle obligataire claire et visible sur les Bund. Elle va exploser, comme toutes les bulles, d'accord, parce que c'est un schéma parabolique de prise de risque. Et là, on est au point où il y a une décision. Quelle est cette décision à prendre, d'accord? C'est... Il y a deux possibilités à ce stade-là. Je ne peux pas faire, c'est chiant ça. Donc il y a deux possibilités. Ici, comme je vous dis, l'option numéro 1, on part en mode japonais. C'est-à-dire, boum, on s'installe en négatif. La bulle des Bund va donc aller encore plus loin, puisque, vous avez bien compris le principe, si les taux sont encore plus négatifs qu'ils n'ont pu l'être dans le passé à 10 ans, on s'enfonce dans le taux négatif, va falloir rémunérer encore plus les Bund. Toujours plus. Donc le schéma parabolique va accélérer, l'effondrement derrière n'en sera que plus fort. Hein. Plus on monte dans une bulle, plus la bulle spéculative génère de liquidités. Et je ne vous parle pas des montants colossaux qui sont en cause dans les gestions obligataires. Là, on ne parle pas d'une action, là on parle d'un pays. Hein, voilà, c'est la dette d'un pays, ça. Ça représente des centaines de milliards d'euros et de dollars. C'est des trucs de dingue. Donc il faut faire très attention à ça. Parce qu'on est dans des marchés extrêmement liquides qui ont subi des distorsions très fortes de politique monétaire qu'il va falloir normaliser et on est à l'aube d'un choix décisif sur les Bund. Si je me fais démonter sur les Bund,
pas grave. Pour moi, la partie sera remise. Ce sera juste de dire, ok, vous voulez continuer encore un peu plus loin dans la connerie. Par contre, le prix, c'est que la Banque Centrale Européenne va perdre toute sa crédibilité et que la zone européenne va éclater. Et que ça, franchement, je préférerais éviter en tant qu'Européen. La deuxième solution, c'est de dire, ok, le marché redevient un peu rationnel, on est allé un peu trop loin, le schéma parabolique est déjà en cours, et ici, c'est l'effondrement. Et dans ce cas-là, on recale tout de façon normale et on aura, je pense, pas un crack obligataire, mais un mini crack obligataire qui devra probablement avoir lieu. Donc je suis à la vente des Bunds, je suis prêt à me tromper. Si je me trompe, je vous dis, je rattaquerai ça dans quelques trimestres, mais je veux être dans tous les cas vendeur de Bunds tant que on est sous ces résistances-là. Si on franchit ça, je laisse tomber et j'attendrai donc un excès supplémentaire pour aller revendre les Bunds derrière pour un crack. Hein, voilà. Et je vous dis, le jour où c'est ça, le mec qui aura acheté mon contrat de Bund, c'est-à-dire le mec qui aura été ma contrepartie. Je vous rappelle que quand je vends, je rachète au prix que je veux. Hein, voilà. Je suis juste obligé d'acheter, ça c'est sûr, mais je rachèterai quand je veux. Si on s'écrabouille derrière, le mec qui l'a acheté en haut, par contre, lui, il va être très heureux parce que le jour où il va devoir revendre, il ne retrouvera jamais son prix. Donc il faut faire très attention à ce jeu dangereux. Pour l'instant, les acheteurs de Bund ont raison sur les prix. Mais il faut être conscient qu'on est dans un marché très peu liquide, extrêmement parabolique. Autrement dit, on est en plein dans une grosse bulle, elle est probablement assez mature. Les gens qui jouent à l'achat des Bunds, malheureusement, ils risquent de se pincer les doigts s'ils sont toujours là le moment où ça pète. Il n'y aura pas de pullback, hein, on soit bien d'accord, c'est bien une bulle, c'est-à-dire que ça monte sur des valorisations stupides qu'on ne reviendra jamais chercher derrière. Voilà donc pourquoi je vends les Bunds, pourquoi je le fais de manière spéculative. Et j'espère que maintenant que vous avez la compréhension globale de ce scénario, vous comprendrez pourquoi, certes, ça peut avoir l'air un peu têtu par moment de rester vendeur d'un marché qui monte. C'est tout simplement parce que dans le marché, je mets à profit deux structures, les structures de prix techniques, c'est-à-dire les ranges, la spéculation et les tendances classiques. Je mets également à profit toutes les structures d'excès paraboliques et patterns psychologiques qui me permettent de tirer les plus gros gains. C'est là qu'on fait les plus gros gains en trading. Mais par contre, attention, là on parle bien de gens qui ne peuvent faire ça que quand on est expérimenté. On ne traite pas les bulles quand on est débutant, on traite encore moins les distorsions et encore moins les schémas psychologiques. Moi je le fais parce que j'ai de l'expérience et parce que c'est là que je gagne le plus de prix. Donc je le fais parce que je vois le schéma, je l'identifie tout de suite et que j'ai clairement envie d'en profiter. Maintenant je suis conscient que moi ça risque de prendre plusieurs trimestres avant de réussir et que pour l'instant il faut rester spéculatif puisque le marché veut me prouver que j'ai tort. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit à court terme les derniers jours puisque pour l'instant le marché s'euphorise, d'accord, hein. Le marché est en train de regarder ce schéma-là qui consiste à dire, alors je vais supprimer ça maintenant, hein, voilà, on va tout virer. Hop, c'est de dire pour l'instant le marché obligataire, d'accord, les gérants obligataires sont en train de nous faire du chartisme classique, à savoir on a cassé une ligne de tendance, on est donc bullish et on continue la tendance précédente. Là où ils se trompent, d'accord, pour ma part, là où il y a une erreur stratégique, c'est de faire de l'analyse graphique sur un truc qui est une bulle. C'est comme les mecs quand ils me disent, quand il y a une bulle, oui mais attends, on a fait un triangle et on casse le triangle par le haut. Oui mais non, mais c'est complètement con, on n'achète pas un marché que pour ça, c'est débile. Surtout quand en plus, on est dans des distorsions très fortes qui atteignent des zones de paroxysme. Donc je pense que les gérants obligataires sont en train de commettre une énorme erreur en jouant ce coup de la fausse tendance ici, et qu'à mon avis, tout ça, ça va se prendre un contre-pied majeur, et qu'on va retomber aussi sec. En fait, le genre de réactivation brutale comme on avait pu avoir ici, c'est-à-dire que d'un coup, on se rend compte qu'on s'est trompé et en plus, on va aller enfoncer le support immédiatement derrière. Donc, en fait, moi, je suis par là à peu près sur les Bunds, hein, en prix moyen, j'ai à peu près ça. Donc, je ne suis pas excessivement bien placé et je me fais tirailler depuis plusieurs semaines. D'accord ? Mais je vous rappelle que les Bunds sont des contrats qui ont des échéances trimestrielles, c'est-à-dire que la prochaine échéance de Bunds, c'est 15 mars. Pardon. Ou 5 mars, je ne sais plus, je crois que c'est peut-être 5 mars. On va dire, voilà, début mars, il y a une échéance obligataire, la prochaine, ce sera juin, d'accord? Donc vous dites, c'est ça les échéances du marché. Ensuite, il y a septembre et décembre. Voilà. Il y a les échéances obligataires des contrats trimestriels futurs, les seuls contrats sur lesquels je peux me positionner. Moi, je ne vais pas acheter ou vendre de la dette allemande, je ne peux pas, j'y ai pas accès. Par contre, j'ai accès à des contrats dérivés, les futurs, sur lesquels je peux spéculer sur les mouvements de prix. Donc moi, je suis lié, malheureusement, pieds et poings liés, par ces échéances obligataires. Donc là, j'espère que ça va claquer avant cette échéance obligataire, sinon je vais devoir me positionner sur la suivante.
à condition qu'on n'ait pas débordé le sommet historique. Si on va déborder le sommet historique, c'est que malheureusement, il y a le risque donc du schéma complètement parabolique, et dans ce cas-là, il est hors de question de me positionner à la vente sur le prochain contrat avec le risque de me faire arracher la gueule. Hein, donc de toute façon, il y aura toujours une gestion du risque, c'est-à-dire je ne traderai pas sans signaux, mais pour l'instant, donc mes bounds sont dans la zone en hebdomadaire où on tente d'arracher, d'accord, parce qu'on a un momentum haussier, mais on est toujours sous une résistance. Ce qui veut dire que le risque, c'est que le momentum ici échoue, qu'on ait un avalement baissier, et on aura donc la reprise d'une tendance vendeuse. Moi, c'est simplement ça que je veux retrouver. Hein. Et pour l'instant, les signaux sont plutôt vendeurs. On est bien dans une zone de débordement de contexte, ce qui me laisse sincèrement à penser que quand on a pété le support ici, c'est que le marché ne voulait pas monter. Si le marché voulait monter, je pense qu'on l'aurait fait ici, et sans grande peine. Ici, on aurait pu partir sur le schéma parabolique, sans problème. On avait déjà consolidé 2 vagues, on avait bien accumulé, on avait tout pour émerger une tendance ici. Le fait qu'on soit parti au sud ici, ça traduit le fait que pour moi, la partie, elle est déjà finie dans la gestion obligataire. La confiance n'est plus là. Par contre, il y a toujours des cons qui sont prêts à échanger ça dans des volumes absolument anémiques. Moi, je veux juste faire partie du... Ma stratégie, elle met à profit le risque. Et une stratégie spéculative comme ça, elle cherche à dire, il y a un risque très fort que ça se pète la gueule. Si ça se pète la gueule, il faudra anticiper ce risque, c'est obligatoire. Je le fais, mais avec une gestion du risque. C'est un pari, mais associé à une gestion du risque. Par contre, il faut être conscient qu'ici, c'est des scénarios où je risque 1 pour récupérer 15. Hein, voilà. Donc oui, il y a aussi beaucoup de probabilités que ça n'arrive jamais. Si ça n'arrive jamais, c'est pas grave, je perdrai 1, 2, 3 fois, et puis c'est pas grave. Mais le schéma étant parabolique, ça ne peut que s'effondrer tôt ou tard. En gros, j'aurai raison, je ne sais juste pas quand, et je vais simplement gérer mon risque sur cette incertitude temporelle. Voilà, allez, on est à 1 heure de vidéo, je m'arrête, mais je voulais vous faire ce tour sur le schéma obligataire, que vous compreniez bien les tenants et aboutissants de ces scénarios sur le Bund, parce qu'effectivement, comme évidemment ce scénario ne se passe pas exactement comme prévu sur la partie spéculative, tout le monde flippe, et beaucoup ne comprennent pas réellement les enjeux de ce scénario. Donc soyez conscients que si vous êtes débutant, évidemment vous ne pouviez pas avoir idée de la profondeur de ce scénario-là. J'espère que vous l'aurez maintenant, mais soyez conscients que dans ces scénarios-là, il faut une psychologie de fer, il faut avoir une très forte conviction. J'espère en tout cas vous avoir transmis ma conviction aujourd'hui. Rappelez-vous qu'il ne faut pas me suivre simplement parce que je vous ai dit quelque chose, c'est simplement pour vous expliquer comment fonctionnent ces scénarios-là. Voilà. Quand vous êtes débutant, ces trucs-là, vous ne devez même pas les trader. C'est des distorsions, c'est des schémas psychologiques. Vous en avez rien à foutre. Normalement, contentez-vous de traiter des marchés rationnels sur des unités de temps rationnelles, avec des signaux rationnels, et d'appliquer bêtement la stratégie. Voilà.